Audio Jungle. Audio Jungle. Sur les lésions précancéreuses pour pouvoir les consulter en bouche. Là, je vais enchaîner directement sur le cancer déjà diagnostiqué, comment vous allez pouvoir procéder dans votre cabinet pour le suivi de ces patients, quelle démarche à suivre pour pouvoir travailler vos cas cliniques. Alors, sachez, lorsqu'il y a un cancer au niveau de la cavité buccale ou au niveau de tout le corps entier, il y a plusieurs traitements à faire. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, la combinaison des trois, et vous avez là les traitements par les biphosphonates, les thérapies ciblées, et vous avez différents autres médicaments techniques qui ont été mis en place. Sachez que le rôle du chirurgien dentiste est dans un premier temps, de dépister les lésions, préparation de la cavité buccale avant tout traitement anticancéreux, traiter et gérer les effets pendant le traitement de ces lésions, gérer les effets qui peuvent survenir après traitement par traitement anticancéreux, et surtout de tout ça, c'est de dépister, faire le dépistage des lésions secondaires post-thérapeutiques. Alors, le cancer se développe sur les différentes régions de la cavité buccale. Vous avez ici au niveau de la lèvre, vous avez au niveau de la langue, le plancher buccal, la mandibule et un lymphome hodgkinien. Alors, pour commencer à travailler la méthodologie de dépistage d'un cancer, sachez qu'il y a ce qu'on appelle la classification TNM. Le T, c'est la tumeur, le N, c'est le nodule, l'adénopathie. Le M, c'est la métastase. Alors, pour pouvoir évaluer ce TNM, on fait ce qu'on appelle le grading. Le grading, c'est quoi? C'est l'évaluation de la tumeur selon différents paramètres. Les paramètres sur lesquels le cancer est développé, vous avez la tumeur primitive qui doit être classée de TX jusqu'à T4. La tumeur, lorsqu'elle évolue en centimètres, elle peut être de 0 cm jusqu'à 4 cm. Je vous donne l'exemple. Si la tumeur est inférieure à 2 cm, elle est classée T1. Le deuxième paramètre, c'est l'adénopathie qui peut être évaluée de NX, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adénopathie, et vous pouvez aller jusqu'à une adénopathie qui doit être supérieure à 6 cm, et vous allez classer votre adénopathie de NX jusqu'à N3. Et enfin, vous avez le troisième paramètre de classification d'un cancer, c'est le M. Est-ce qu'il y a une métastase ou il n'y a pas? Sachez que malheureusement, parfois vous avez des cancers qui sont classés NTX, mais qui sont N2. Ça veut dire que la tumeur initiale au niveau de l'organisme, on n'arrive pas à la situer, mais il y a une adénopathie satellite qui vous donne le signal qu'il y a un cancer quelque part dans le cas qu'il faudrait chercher. Alors, pour pouvoir établir toute cette classification, le cancérologue doit faire ce qu'on appelle chercher l'indice de Karnofsky. L'indice de Karnofsky, c'est quoi? C'est une classification sur laquelle on doit scorer le corps du patient. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un patient qui fait un cancer de la langue. Le cancer de la langue doit être diagnostiqué, doit être exploré, et une fois exploré, le cancérologue il va pouvoir classer le T, le N et le M. Une fois ces trois paramètres ont été classés, le cancérologue doit encore préciser l'indice de Karnofsky qui est scoré de 0 jusqu'à 5. Pourquoi l'indice de Karnofsky? C'est pour pouvoir établir le plan de traitement qui doit être pris pour le traitement de ce cancer. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez un T1,
N1, ça veut dire que c'est une tumeur qui est à moins de 1 cm de diamètre. Il y a une petite adénopathie, il n'y a pas de métastase. Sur le plan chirurgical, sur le plan présence de cette patiente, elle est favorable à un traitement chirurgical. Mais le patient, il est scoré à 0%. Donc le patient ne peut pas subir de chirurgie, ne peut pas supporter une chimiothérapie et ne peut pas supporter une radiothérapie. L'indice de Karnofsky contre-indique la prise en charge du patient. Vous avez un patient qui a un T4, ça veut dire la tumeur elle a dépassé le volume habituel, chirurgicalement abordable. Elle est classée à 1,3, ça veut dire qu'il y a plus de 2 chaînes ganglionnaires qui sont touchées. Le patient est métastasique, ça veut dire que vous avez tous les paramètres négatifs de la classification T1, mais le patient, il a un indice de Karnofsky, il est à 100%. Ça veut dire que ce patient peut supporter une chirurgie lourde, peut supporter une chimiothérapie lourde et peut supporter une radiothérapie fractionnée lourde. Donc, c'est l'indice de Karnofsky qui va vous permettre de dire que est-ce que ce patient est, sur le plan chirurgical, sur le plan traitement anticancéreux, peut être pris en charge ou pas. Certainement, dans votre entourage, vous avez un patient qui a un cancer, ils vous disent, le médecin, vous pouvez le prendre chez vous, malgré qu'il est jeune. Ça veut dire que sur le plan prise en charge, ne peut pas supporter des thérapies aussi lourdes. Alors, dans un premier temps, on va avoir ce monsieur qui présente une fistule au niveau de la joue. Fistule spontanée qu'il a fait négliger un petit peu, pensant qu'il a une petite infection au niveau de sa cavité buccale. Et ce patient, il a traîné jusqu'au jour où il a eu mal. Il va partir voir son médecin et il me l'envoie en consultation de pathologie bucco-dentaire. À peine voir ce patient, j'ai une petite fistule productive qui est cachée par cette barbe. Et sur le plan macroscopique, c'est une petite fistule de rien du tout. Mais si je vois en endobuccal, vous allez voir tout un processus cancéreux, néoplasique, avec un cancer qui a pris toute l'étendue de la mandibule. Vous voyez le contraste entre un aspect extrabuccal où ici vous avez cette lésion qui est limitée, qui est bénigne, hein, il y a une petite racine à l'intérieur, c'est tout. Le dentiste, certainement, il lui dit, écoute, c'est rien du tout, tu prends des antibiotiques et ça y est, ça va rentrer dans l'ordre. Mais par contre, si on fait un examen clinique poussé au niveau endobuccal, là, je suis devant un carcinome verruqueux qui prend tout l'étendue de la mandibule. Vous voyez? Là, c'est le rôle de l'omnipraticien dans votre cabinet. Quand vous recevez votre patient, prenez le temps de bien consulter ce patient. À partir d'une petite fistule cutanée, je me retrouve avec un carcinome mandibulaire. Moi, en tant que pathologiste bucco-dentaire, quelle est la procédure que je dois faire pour pouvoir prendre en charge ce type de pathologie? Première des choses, faire un examen radiologique. L'examen radiologique me dit que là, j'ai une destruction osseuse mandibulaire qui prend à partir de l'orifice du tronc montonnier, mais qui va jusqu'au corps de la branche montante. Deuxième des choses, j'ai une petite fracture ici. Ça, c'est sur un simple panoramique des maxillaires. Je peux voir ça. Donc là, maintenant, je suis devant un processus néoplasique qui m'a provoqué une destruction mandibulaire importante sur laquelle je vais pouvoir encore pousser mon exploration. Sur le plan chirurgical, je ne peux pas me baser sur un cliché panoramique. Et à partir de là, je fais mon TDM et je me retrouve avec un cata. Je me retrouve avec une destruction osseuse qui prend tout le corps de la mandibule. Regardez ici. Toute la branche montante avec la mandibule qui est déjà partie. Et là, je me dis, sur le plan chirurgical, le patient peut être pris en charge parce qu'on va faire juste une hémimandibulectomie ou une mandibulectomie totale, c'est pas sourcé, mais est-ce que ce patient pourra supporter cette prise en charge aussi lourde? Et là, regardez, au niveau de la face interne de sa mandibule, l'étendue de cette lésion destructrice. Alors, dans ce cas, j'ai l'examen radiologique clinique qui me montre que c'est un processus néoplasique, certes.
Radiologiquement, je suis devant une destruction osseuse aussi importante, mais je n'ai pas le papier qui me confirme que j'ai un cancer. L'oncologue ne veut rien savoir. L'oncologue, c'est du blanc sur blanc. Vous lui donnez un papier, c'est un cancer. Donc il lui faut une preuve histologique que c'est un cancer. Donc là, il faut faire une biopsie rapidement, chose qui a été faite. On fait une biopsie rapidement, on fait ce qu'on appelle une échographie abdominopelvienne pour pouvoir scorer sur le patient s'il a des localisations secondaires associées. Chez ce patient, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'adénopathie satellite, il n'y a rien du tout. L'examen thoracique est normal. Et en plus, on fait une biopsie élargie et on se retrouve avec un carcinome épidermoïde kératinisant, très bien différencié, et en plus, il est ulcéré. Donc, le cancer qui a commencé peut-être à partir d'une racine infectée que le patient a dû négliger, elle peut être due à un tabac chiqué que le patient a dû mettre. C'est un patient, ça se voit que c'est un alcoolotabagique. C'est des facteurs locaux que les praticiens doivent gérer. C'est transformé en un processus néoplasique sur lequel il faudrait que la prise en charge doit être bien cernée. Sur le plan présence du patient, j'ai l'examen clinique qui est favorable. J'ai radiographie, scanner qui me montre la lésion osseuse. Je n'ai pas d'adénopathie satellite, je n'ai pas d'atteinte pulmonaire. L'échographie abdominopelvienne qui rentre dans le cadre d'un bilan d'extension est favorable et je suis devant un cancer localement limité. Dans ce cas, le patient va être rapidement pris en charge en chirurgie pour faire un traitement chirurgical d'Exeras. Là, je vais vous montrer un cas similaire par rapport à ce cas. La même pathologie qui a touché la mandibule à ce niveau-là chez cette dame, sur laquelle nous avons fait une chirurgie d'Exeras. Je vous montre cette cas juste pour vous montrer la chirurgie d'Exeras, comment elle doit être chirurgicalement prise en charge. Donc j'ai ici un carcinome qui est situé au niveau de la branche horizontale, légère extension au niveau de la région de la branche montante, et là je me retrouve avec une tumeur où on doit faire dans un premier temps une incision sous-angulaire élargie, décollement mucaux, et on commence à faire l'exérèse des accessoires d'adénopathie satellite. On fait élimination de la sous-maxillaire, c'est celle-là, et vous avez la tumeur qui est localisée au niveau de la branche horizontale de la tumeur. Regardez là. La tumeur, elle commence ici et elle s'arrête là. Et on fait une corticotomie pour mettre en place toute la tumeur de côté. Voilà, dans les différents axes. Et pour maintenir les deux bords, on met juste une plaque métallique pour maintenir le bord basilaire à ce niveau-là. Ça, ce sont le geste chirurgical pour exérèse de toute la tumeur. Si on arrive à faire ça, le patient est sauvé. Parce qu'il n'y a pas mieux que le traitement chirurgical qui doit être entrepris. Donc, le premier traitement, c'est la chirurgie. La chirurgie doit être accompagnée par tous les moyens de traitement anticancéreux. Elle sera un moyen thérapeutique afin de donner aux patients tous les moyens pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent bénéficier de ça. Alors, on commence par la chimiothérapie. On donne généralement de la fluorouracile, méthotrexate, 3 molécules de chimiothérapie qui vont agir sur la cavité buccale. Cette chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cerner toutes les cellules cancérigènes qui sont autour de la tumeur et qui sont à travers tout le corps afin de nettoyer le maximum de cellules cancéreuses. Cette chimiothérapie, elle a des effets au niveau de la cavité buccale. Vous avez ici une muqueuse qui est plus ou moins ulcéro-végétante à ce niveau-là. Ça, c'est des effets secondaires de la chimiothérapie qui atteignent au niveau de la muqueuse buccale. Quand vous recevez ça dans votre cabinet, votre patient vous dit « je fais de la chimiothérapie », ne vous paniquez pas, c'est ce qu'on appelle une stomatite chimio-induite. Il suffit juste de bien cerner le patient, de le soulager et de le mettre sur des bains de bouche.
parce qu'elle va disparaître juste après la disparition de la chimiothérapie. Je vous montre ce cas exceptionnel que j'ai eu quand j'étais au centre de Pierre-Marie Curie, une nécrose buccale qui a touché toute l'étendue des muqueuses buccales. La patiente était en cours de chimiothérapie qu'il fallait traiter calmement par des bains de bouche, par des solutions antalgiques, le temps qu'elle termine sa chimiothérapie. Regardez l'extension au niveau du plancher buccal, c'est des nécroses post-chimiothérapiques. On passera par la suite au deuxième traitement qui est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est quoi? C'est des machines qui donnent des rayons pour carboniser les cellules cancéreuses. Ces radiothérapies vont être utilisées en dehors du corps pour pouvoir cerner la tumeur et l'éradier par des rayons qui vont agir sur la tumeur. Il existe plusieurs types de radiothérapie. Vous avez la radiothérapie externe transcutanée, vous avez la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité et vous avez la curie-thérapie qui est un type de radiothérapie qui agit à l'intérieur de la tumeur. On ne peut pas l'utiliser dans tous les cas. La curie-thérapie, elle est surtout utilisée au niveau de du carcinome de la lèvre. Pourquoi? Parce que vous avez les aiguilles qui traversent de part et d'autre pour pouvoir traiter cette tumeur. On l'utilise aussi pour le cavant parce qu'on peut traverser par voie cavaire. Généralement, on utilise la radiothérapie externe transcutanée, ça veut dire à distance de la tumeur pour pouvoir traiter cette tumeur. Le protocole est très simple. On met le patient sur un plan dur, sur un décubitus dorsal, on prépare un champ et ce champ va être plaqué, thermoformé sur la tête du patient, sur laquelle on va faire un traçage des marqueurs et sur lesquels on va pouvoir les cerner sur un cliché en profil strict et pouvoir localiser la tumeur à quel niveau. Et là, une fois que c'est localisé, le radiothérapeute il va faire mise en place de caches plombées pour pouvoir éviter les zones nobles. Là, c'est pour la bouche, ça c'est pour les yeux. Et une fois placés, ça c'est les caches plombées, vont être placées au contact direct avec la tête du patient. Et là où il y a le vide, là où il n'y a pas le plan, ce sont les rayons qui vont traverser et elles vont toucher directement la tumeur cible. Et à partir de là, on va pouvoir traiter la tumeur. Mais cette radiothérapie présente des avantages importants parce qu'elle traite la tumeur, elle éradique complètement la tumeur, mais il n'y a pas de guerre sans dégâts. Les premiers effets de cette radiothérapie, c'est le déficit salivaire. Sachez que tout patient qui fait de la radiothérapie au niveau de la cavité buccale, il sortira avec 0 salive. Pourquoi 0 salive? Parce que tout simplement, on irradie la parotide à 100% et la sous-maxillaire à 100%. Le deuxième effet important que vous avez certainement dû le voir dans vos cabinets, vous avez des polycaries. Les polycaries, elles touchent la cavité buccale sur toutes les dents. L'avantage principal, ou le caractéristique principal, c'est que les caries, elles sont à localisation cervicale. Vous ne trouverez jamais des caries à point de départ occlusal. C'est des caries qui ont un caractéristique pathognomonique de toucher la face cervicale tout autour de la dent jusqu'à ce que la couronne elle saute. Et une fois qu'elle saute, vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène de polycarie. Deuxième caractéristique, vous ne trouverez jamais d'atteinte pulpaire de post-radique. Il n'y a jamais de pulpite. Vous avez toujours soit la dent elle reste vivante, soit elle se nécrose rapidement sans aucune douleur. Le troisième effet majeur, ce sont les mycutes radio-induites et elles sont gradées de grade 0 à grade 4 et chaque grade est évolutif par rapport à la radiothérapie, au dosage et aux patients. Il y a des patients qu'on irradie les 35 séances à 60 degrés, 0 effet. Il y a des patients à G0, à G1, ils commencent à avoir ce qu'on appelle les signes de mycite radio-induite qui peuvent être simples, comme elles peuvent être très très envahissantes et parfois on est obligé d'interrompre cette radiothérapie pour faire une fenêtre, laisser le patient reprendre ses forces pour pouvoir continuer sa radiothérapie.
L'effet majeur de cette radiothérapie, ce sont les ostéoradionécroses qui sont destructrices et qui atteignent l'os complètement afin de pouvoir obtenir des atteintes à ce niveau-là. Et on voit souvent des nécroses au niveau de l'angle mandibulaire. Ça, c'est des fractures spontanées. Le patient, il a des fractures spontanées. Pourquoi? Parce que c'est une zone à vascularisation terminale et à ce niveau-là, vous avez toujours des patients qui viennent vous consulter par des fractures spontanées et dans ces cas, c'est vraiment un problème important. Regardez cette dame qui a été irradiée à Constantine, originaire de Annaba, chez qui on a fait une extraction d'une 48 sans aucune couverture antibiotique, sans respect du protocole de Karnofsky, et à partir de là, on fait l'extraction et on laisse la patiente sans même pas de suture. Elle développe juste après une fistule productive au niveau de la joue, signe d'une infection, une fracture mandibulaire sans déplacement et qui s'est compliquée par une hémimandibulectomie de toute la partie concernée. Le jour où j'ai fait cette maladie au bloc opératoire, je me suis dit, mais ce dentiste l'a aidé. Il aurait dû mettre au moins la patiente sous antibiotiques, extraire la dent. Et elle lui a dit, monsieur, j'ai fait la radiothérapie, il enlève la dent sans aucune couverture antibiotique, il a laissé sortir sans aucune précaution, sans sortir, sans rien du tout. Ça, c'est criminel, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. La patiente, elle s'est retrouvée par la suite avec un neurostome infecté qui a occasionné des dommages. Des dommages, regardez, des dommages, il y a du puc qui sort partout. Et la patiente, elle fait ce qu'on appelle une CIVD, une septicémie intraveineuse disséminée, et elle est décédée juste après, suite à ces infections dentaires. La dernière complication qu'on peut avoir, ce sont les limitations de l'ouverture buccale, qui est variable d'un patient à un autre. Vous avez cette patiente, regardez là, elle ouvre à 2 mm. Regardez là. Cette patiente, elle est en position d'ouverture buccale. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu 70 degrés de rayon ici à Alger, et par la suite, comme la tumeur n'a pas cédé, elle a été en France, il a encore irradié à 60 degrés, elle a reçu 140 degrés en dose totale, et tous les muscles se sont fibrosés, il n'y a aucune action musculaire. Vous avez une bouche moyenne et vous avez une bouche à 2 travers de doigts et une bouche normale. Enfin, il faudrait le signaler, vous avez ce qu'on appelle le cancer radio-induit. C'est quoi le cancer radio-induit? La radiothérapie, elle traite le cancer, oui. Mais la radiothérapie peut provoquer le cancer. Vous devrez être au courant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est exogène et nuit à la santé. Les cancers radio-induits sont toujours des sarcomes ou des chondrosarcomes chez ce patient qui a été traité d'un cavum, guéri d'un cavum, il développe un radiocancer au niveau de la région angulaire. Alors, qu'est-ce que sont les précautions à prendre lorsque j'ai un patient qui est candidat à ces traitements? Tout simplement, il faut mettre en état la cavité buccale. Docteur Al-Arabi, professeur Al-Arabi, elle en a parlé largement, je ne vais pas trop tarder sur cela. Il faudrait remettre en état la cavité buccale, traiter toutes les dents. Ne laissez aucune lésion dentaire, Quand à l'extraction, ne laissez pas une dent qui est capable de provoquer un problème sur le long terme. Je vous dis ça avant de prendre en charge ces patients. Le radiothérapeute, l'oncologue, il vous envoie les patients toute la journée. Vous avez un patient qui vous dit « je suis candidat à la radiothérapie », la seule chose que vous devez faire, c'est remettre en état la cavité buccale. Ce n'est pas sorcier. Vous avez une dent que vous jugez capable de poser un problème dans le futur, vous devrez soit lui faire un traitement endo, soit l'enlever. Ne laissez pas le patient passer en radiothérapie ou en oncologie pour des lésions bucco-dentaires. Je fais un petit crochet sur l'intérêt de la fluorothérapie quotidienne locale. C'est quoi la fluorothérapie quotidienne locale? La fluorothérapie quotidienne locale, il s'agit de mettre une gouttière thermoformée en bouche avec du fluogel ou du fluocaril en gel
que le patient doit porter 5 minutes le soir pour protéger ses dents. Vous devriez insister sur cette fluorothérapie parce qu'elle est la seule garant de la cavité buccale. Alors, je vais vous montrer quelques cas cliniques. Il y a ceux qui vont vous remonter un petit peu le moral, je vous vois un petit peu vexé. Il y a ceux qui vont vous descendre un petit peu le moral. Je suis désolé, c'est la maladie qui dit ça. Alors, cette jeune fille, c'est le best-of de tous mes cas cliniques. Quand j'ai fait mon doctorat d'État, j'ai vu plus de 4000 malades et sur lesquels il y a quelques cas on a pu travailler, qu'on a eu de très bons résultats. Il y a d'autres patients, ceux qui sont décédés, il y a d'autres qui ont des échecs par rapport à la dentition. Ce cas est le meilleur cas que j'ai pu le faire et je commence par ça parce que juste après, vous allez voir d'autres choses qui ne vont pas vous plaire. Alors, cette patiente, elle est venue, regardez cette dentition. Parfaite. Pas de carré dentaire. Traitée, elle avait 20 ans. Je la prends en charge personnellement en 2001 pour un traitement et remise de la cavité buccale suite à un CAVAM. Je fais une préparation de la cavité buccale et je la gère avec tous les moyens. Alors, la patiente a suivi nos directives avec rigueur. Sa cavité buccale est presque parfaite en 2005 et après 10 ans, rien n'a changé. Vous voyez, lorsque le patient suit les directives, il a peur pour ses dents, lorsqu'il utilise le fluogel, lorsque vous lui donnez de l'importance, vous lui donnez du temps, vous voyez le résultat par de lui-même. Et cette patiente, je la vois à ce jour. Elle a grandi, elle est devenue maman, mais regardez ses dents, parfaites. OK? Par contre, regardez ce jeune qui a le même âge. Samuel, qu'est-ce qu'il a? Le même âge, 19 ans. Il a un CAVAM. Je le prends en charge, je prépare sa cavité buccale, tout va bien. Le schéma classique habituel. Regardez après 4 ans. Là, il y a la volonté du patient, l'entourage du patient et surtout, l'intérêt de la fluorothérapie. Regardez, des polycarrés sur l'étendue de toutes les dents. Il y a des dents qui ont été enlevées ailleurs. Mais avec ça, il y a toujours quelque chose à faire. Je le reprends en charge, il n'y a pas de problème. Je fais un détartrage, je fais des soins dentaires, j'enlève les racines qui sont à enlever, je reprends mes soins et j'ai refait les détartrages, je refais tous les composites et je remets sa bouche en place. Regardez. Vous voyez, c'est pas sourcil. Ça reste dans le cadre de notre pratique omnipratique. N'importe quel praticien pourra tout faire. On ne vous demande pas de faire des miracles, on vous demande juste de prendre le patient, discuter un petit peu avec lui, faire ce que vous pouvez faire, dans la limite de vos compétences. Si vous ne pouvez pas, faites appel à un correspondant. Et là, regardez, 2001, après 10 ans, le patient est revenu avec. Le cas que je vous ai montré, cette dame qui a une limitation d'ouverture buccale à ce stade. Des polycarrés sur toutes les dents. Elle fait une récidive tumorale. Là, l'oncologue me dit, écoutez, M. Scandal, je vais tout reprendre. Je vais refaire 3 kilos de chimiothérapie, une double radiothérapie. Il faudrait m'enlever tous les foyers infectieux. Je ne peux pas travailler comme ça. Vous voyez ici, vous me voyez comment faire une tronculaire, comment faire les soins, comment faire tout. Je ne peux pas. Le panoramique de l'époque me donne des racines qui sont fracturées, des dents sagesse qui sont en position enclavée, vous avez 17 qui sont carriées. Là, je passe par un traitement radical, c'est de faire les extractions de toutes les dents. Mais comment je peux enlever une molaire pareille? Je ne peux pas faire de tronculaire, je ne peux pas faire de local. On a eu une petite astuce, c'est de couper la molaire en deux, par voie transgingivale, comme ça. J'enlève la couronne et puis je vais accéder en vision indirecte, d'enlever la 6, puis la 5, puis la 4, et on a pu, avec le temps, remettre en état de la cavité buccale complètement. Une prise en charge qui a duré à peu près 2 ans. Pourquoi? Parce que chaque patient en radiothérapie, il y a un protocole d'antibioprophylaxie. Il faudrait attendre jusqu'à sa cicatrice pour pouvoir entamer un deuxième acte chirurgical. Et là, regardez, on a fait un assainissement complet de la cavité buccale. On était radical parce que je n'ai pas le moyen d'accéder.
Et avec ça, on a pu lui faire une petite prothèse à visée esthétique pour qu'elle puisse terminer ses jours tranquillement. Quatrième cas, une dame qui se présente avec une petite fistule à ce niveau-là. Je la vois pour une remise en état de la cavité buccale et là, je ne voulais pas enlever cette 28 parce qu'elle était trop haute et elle était complètement incluse. Je fais une préparation de la cavité buccale et par la suite, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la dame, il n'était pas content de mes recommandations, il envoie la dame chez un confrère, il lui fait l'extraction de la 28, regardez, et provoquant une fracture tuberositaire, une communication bucco-sinusienne avec une sinusite productive. Et la patiente, elle a un cancer, elle doit aller faire sa radiothérapie. Et là, consentement fait avec l'équipe de radiothérapie, qu'est-ce qu'on fait? On va au-delà, j'interviens, la patiente en cours de radiothérapie, je fais une réparation au niveau de sa communication bucco-sinusienne, je prépare une gouttière avec des crochets et je fais des sutures. J'étais obligé d'enlever l'assiette pour avoir un accès pour pouvoir rapprocher les sutures et regardez après quelques mois une cicatrisation presque parfaite. Okay. Tout a disparu. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'utiliser des simples moyens de notre dentisterie pour pouvoir gérer ce type de patient. Je termine avec ce cas difficile à voir. C'est un monsieur que j'ai pris en charge personnellement pour une remise en état de la cavité buccale d'un cavum qu'il a attrapé en 2003. En faisant toute la préparation de la cavité buccale, j'ai soigné toutes les dents, enlevé les racines et autres. Le patient fait sa radiothérapie, guéri de ça en malheur, et subitement, ça c'est le schéma de radiothérapie, subitement le patient avait mal au niveau de cette molaire qui était soignée. Les patients de radiothérapie ont toujours des douleurs post-radiques, classiques, habituelles, normales. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe chez son dentiste du quartier et il lui enlève la molaire. Même chose que la patiente de Annaba. Et là, il provoque une infection osseuse avec une fistule productive et on se retrouve avec la même complication de la dame. Et là, il fallait hospitaliser le malade parce qu'il a fait une cellulite en voie de diffusion, fistule productive, et avec ça, je me retrouve aussi avec une fracture mandibulaire et une fistule. Il fallait faire vite pour pouvoir traiter ce patient parce qu'il avait une cellulite en voie de diffusion vers la carotide. Il fallait stopper cette fracture, arrêter ces infections et programmer le patient pour une chirurgie pour traiter ce trait de fracture. Alors, on fait le patient, je suis désolé, il y a des photos qui ne sont pas bien à voir. Du moment où on va travailler au niveau de la mandibule, là, le patient, il a un cavum, donc on ne peut pas l'intuber par voie buccale, par voie nasale plutôt. On ne peut pas l'intuber par voie buccale parce que simplement, il y a un trait de fracture. Là, je vais faire une hémimandibulectomie. On fait une intubation parfois par voie trachéale, donc on fait une trachéotomie. Donc, respiration par voie trachéale, incision tout au long du rebord mandibulaire et hémimandibulectomie totale. Et là, ça veut dire on prend de plein os, là où l'os est sain, jusqu'au haut. Et on s'est retrouvé avec un trait de fracture très important à ce niveau-là. Pour réparer cet espace et tout ça, parce que le patient, il faudrait qu'il mange, il n'a plus de mandibule, il n'a rien du tout, on fait ce qu'on appelle un prélèvement du muscle du grand pectoral. Alors, le grand pectoral, c'est quoi? On prend au niveau de la peau, de son thorax, une partie de sa peau et on va la déplacer vers le plancher buccal. Donc, là aussi tracé. Donc, j'enlève cette partie de peau, je suture hermétique et puis je vais réparer au niveau de la cavité buccale à ce niveau-là pour pouvoir récupérer le maximum de peau et fermer tous les espaces qu'il y a. Et c'était un succès extraordinaire parce que le patient, par la suite, il a profité, il a eu une cicatrisation endobuccale qui était parfaite. Il est même venu par la suite me demander est-ce qu'il y a possibilité de lui faire une prothèse pour qu'il puisse marcher. Il a gardé ça une dizaine d'années. Vous voyez, à quoi bon de rester comme ça?
sortir avec une hémimandibulectomie, alors qu'il a suffi juste de extraire la molaire qui n'était pas encore indiquée à extraire, mais s'il avait extrait dans les normes des règles de l'art, et antibiotique, prophylaxie, extraction de la dent, suture, fermeture de la plaie. Ça ne vous coûtera rien du tout. Enfin, on va terminer avec le traitement par les biphosphonates. Les biphosphonates, le professeur Larbi vous a largement parlé de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de traitement au biphosphonate. Elle vous a largement fait, mais je vais parler sur un aspect clinique qui est plus ou moins, il y a une contradiction par rapport aux prises en charge de ce type de patients. Regardez au niveau maxillaire, vous avez une dénudation osseuse au niveau de la 16, au niveau de la 25 et vous avez au niveau de la région mandibulaire. Le biphosphonate, il agit bien pour le traitement de la tumeur, pour consolider les os, mais il a une action néfaste sur les os du maxillaire. Donc vous avez des dénudations osseuses qui sont là et qui sont apparentes. Là, il y a une contradiction par rapport, il y a une grande contradiction par rapport à la prise en charge. Regardez au niveau mandibulaire, là j'ai un séquestre osseux qui n'est pas très visible, j'ai un autre ici. Alors quand je fais mes examens au niveau du patient, je fais ce qu'on appelle une scintigraphie osseuse d'évaluation. Là, je retrouve à ce niveau-là qu'il n'y a pas d'atteinte. Les atteintes qu'elle a, c'est au niveau de son squelette. Donc, je suis devant une infection ostéitique post-thérapeutique. Et à ce niveau-là, il est formellement interdit de laisser ces os qui sont apparents au niveau de la bouche. Et à cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire un traitement chirurgical. J'espère, ya B, vous pouvez voir la vidéo. Parce qu'elle est là, la vidéo est... Voilà. Alors là, je fais une incision au niveau de la crête du séquestre que je vais pouvoir enlever. Incision franche. Je décolle un petit peu. Et là, je me retrouve directement sur l'os mobile, infecté, que je vais pouvoir luxer. Vous voyez? Que je vais pouvoir luxer et le faire sortir. Vous allez regarder à quel point l'os devient friable. Il s'enlève tout seul. Vous voyez, je décolle bien et je commence avec un petit mouvement de mobilité, juste avec le syndesmotum. Et là, j'ai prélevé le bout d'os qui était mobile, que je peux enlever. Ce n'est que de l'os nécrosé que je vais pouvoir retirer avec aisance. Et juste après, il faudrait cureter tout le tissu de ganglions qui est juste au-dessous et faire un examen histologique. Cette patiente, elle a 3 foyers ostéitiques. Vous avez vu le cas clinique. Et j'ai fait les 3 cas dans une seule séance pour vous dire que le geste est simple. J'enlève le côté hada, je suture, puis je vais au deuxième côté droit. Et là aussi, je fais une incision cristal. Je décolle un petit peu ma muqueuse. J'essaie de mobiliser mon fragment ostéitique. Ouais. Je prends une pince gauche pour pouvoir essayer de mobiliser le fragment. Et là, le fragment vient sans problème. Voilà. Vous voyez ce que les biphosphonates font au niveau de la bouche. J'enlève le fragment osseux, je curte ma muqueuse buccale tout autour et je passe en bas pour faire le fragment osseux mandibulaire.
Le fragment osseux mandibulaire, il est beau à voir. Il est beau à voir pour vous dire que la nécrose osseuse n'a pas de limite. Elle peut atteindre un petit fragment, comme elle peut regarder ce fragment à quel point il est important. Je vais faire une incision tout au long de la mandibule, de la région rétromolaire jusqu'à la région symphysaire. Et quand je fais mon incision, regardez, il y a du pus qui sort. Je fais mon décollement mycopériosté. Et là, je vais essayer de faire le décollement le plus large possible pour pouvoir trouver un point où je peux accrocher mon instrument pour enlever cet os nécrosé et essayer d'être attentif, de voir, parce que là, ici, attendez, je fais mon décollement, je prends tout mon temps. Voilà. J'introduis mon sinus mentum ici. Regardez ici, là, regardez. C'est ici. Vous avez l'os qui est complètement déchaussé, qui est complètement décollé de sa zone. Et j'essaie de faire bouger mon fragment osseux jusqu'à ce que je vais le retirer. Vous voyez, à tel point il est nécrosé. Il est complètement... Et là, je fais un nettoyage. J'enlève tous les tissus de granulation qu'il y a à l'intérieur. Et je fais des sutures. L'avantage de ça, c'est quoi? L'avantage de tout ça, c'est que dans les patients qui sont sous biphosphonate, c'est que l'os consolide rapidement, régénère facilement. Au contraire, par rapport aux patients sur radiothérapie, l'os irradié ne reprend jamais. L'os qui a été traité par biphosphonate reprend facilement. Et là, je me retrouve à faire tous les patients que vous allez pouvoir faire. Je termine par une chose, c'est que les recommandations d'experts font que le praticien doit prendre en charge ce type de patient à des degrés variables. Vous avez un patient qui a un cancer qui vient vous consulter pour remettre en état cavité buccale, vous allez agir comme si vous avez un cardiopathe, un patient qui va refaire tous ses soins. Il n'y a aucune précaution à prendre. Pourquoi? Parce que le patient n'a pas encore commencé ses traitements. Le patient qui vient vous voir, il a déjà subi une radiothérapie, il a déjà subi une chimiothérapie, vous avez un protocole à suivre, antibioprophylaxie, faites votre geste, vous suturez hermétiquement et vous maintenez vos antibiotiques jusqu'à la fin du traitement. Et je vous remercie.